l'actualité automobile. Faites le plein. Un parcours bien contrôlé. C'est le Guide de l'auto. La référence depuis 1967. Le Guide de l'auto. Bonjour tout le monde, bienvenue au Guide de l'auto, émission du 25 juillet. Louis-Philippe Dubé au micro principal avec Gabriel Gélina, encore une fois cette semaine. Salut Louis-Philippe. Salut Gab. Vous êtes en vacances de la construction, probablement au chalet, au camping, dans votre voiture. Je veux le rappeler encore une fois, on a eu des invités toute l'année qui parlent de prudence au volant, de sécurité. Le bilan augmente toujours un petit peu plus durant les vacances de la construction. Alors, faites attention, s'il vous plaît, sur nos routes, sur nos chantiers de construction, également sur les autoroutes, mais aussi les distractions au volant. Petit rappel, là, quand vous allez reprendre ou prendre la route durant les vacances de la construction. Nous, on n'est pas dans nos véhicules, on est en studio comme à toutes les semaines. Et puis, on a un format aujourd'hui similaire aux autres émissions. On va commencer avec quelques actualités. Puis ensuite, on va recevoir un invité que vous connaissez peut-être, Antoine Joubert, qui est animateur principal de l'émission en saison régulière, mais également journaliste au Guide de l'auto et ambassadeur de l'International de voitures anciennes de Granby. C'est ça, on a décidé de le déranger pendant ses vacances. Ouais. Pour qu'il fasse son rôle d'ambassadeur. Peut-être plus qu'une fois par été. Mais évidemment, l'International de Granby, c'est un événement super important, le plus gros au Canada de son genre. Et on va parler de ça avec Antoine, les nouveautés cette année qui vont se dérouler en fin de semaine là à Granby, justement. Donc, sans plus tarder, pour les actualités, j'aimerais ça parler, Gabriel, de Mitsubishi, parce que Mitsubishi, on n'en parle pas souvent. Une marque qui ne change pas ses modèles régulièrement. C'est pas mal le statu quo. Mais là, pour 2026, il va y avoir quelques légères nouveautés, puis je pense qu'il faut les souligner. Ouais, écoute, Mitsubishi, on le sait toujours. Bon, évidemment, ils ont plusieurs modèles, mais il faut le dire, c'est une marque qui a un modèle qui fait le gros du travail, ouais. C'est-à-dire le Outlander. Ouais. Et le Outlander pour l'année modèle 2026, donc une mise à jour esthétique, mais aussi une mise à jour technique pour ce VUS qui est leur fer de lance là, pour la marque. On a eu une mise à jour en 2025 pour l'Outlander à essence et là, l'Outlander PHEV va recevoir similaire. Là. Exactement. Donc, on parle évidemment d'un habitat qui est légèrement redessiné, mieux insonorisé aussi. Oui. De nouveaux matériaux, nouvelles couleurs, aussi des sièges avant chauffants et ventilés, et plusieurs éléments comme ça. Ouais. Bon. Et à ça, évidemment, il y a un écran d'infodivertissement maintenant de 12,3 pouces. Ouais. Et de série, une chaîne audio Dynamic Sound de Yamaha. Ça, c'est pas mal cool. Ouais, quand même. Pour les mélomanes, là. C'est ça. Exactement. On s'attend aussi à avoir peut-être un petit peu plus de kilométrage. On n'a pas de détails, mais un peu plus de kilométrage pour le PHEV, justement. Électrique, là, évidemment, un peu plus d'autonomie. Ça, c'est quelque chose, une variable qui est bien importante pour les gens qui sont dans ce segment-là, dans le marché des hybrides branchables, parce que justement, c'est pas mal son fort de l'Outlander d'avoir cette variante-là. On va peut-être avoir un petit peu plus de fort là-dessus. Le modèle actuel, enfin, le modèle que l'on connaît là maintenant, c'était 61 km d'autonomie dans les conditions idéales, encore une fois. Oui. Donc ça, c'est un peu limite. Aujourd'hui, c'est pas beaucoup. Donc on espère qu'ils vont pouvoir augmenter ça de plusieurs dizaines de kilomètres et se rendre au moins peut-être jusqu'à 80. Oui, parce que comme tu le vois, on en parle des fois là des véhicules de luxe, les constructeurs de véhicules de luxe, les batteries deviennent de moins en moins dispendieuses, les batteries pour les véhicules électriques, mais également les hybrides enfichables par le fait même. Et puis, tu regardes chez Mercedes, chez Volvo, etc., on commence à rentrer dans les 80-90 km. Ça devient vraiment intéressant pour les gens dans ce segment-là. L'Outlander à essence vont avoir reçu des modifications en 2025. Là, on va avoir des modifications au niveau moteur également. Un nouveau c'est une nouvelle motorisation 1.5 litres turbo compressé avec un hybride léger. Ouais, ça c'est la grosse différence parce que évidemment, c'était un 2,5 litres qu'on avait dans ce moteur-là. Maintenant, un 1,5 litres turbo. Donc, ça va être à voir. Puis aussi, évidemment, chez Mitsubishi, ils ont cette nouvelle appellation, cette nouvelle désignation pour certains modèles qui est noir, avec le badging noir un peu partout, les éléments de carrosserie peints en noir et tout. Et ça, ils vont l'ajouter aussi dans Outlander à essence pour 2026. Une tendance lourde dans l'industrie. Hein? On noircit Black Edition, là c'est noir chez Mitsubishi. Mais
quand t'as pas grand-chose, des fois, ça peut inciter les gens à venir voir le véhicule en concession. Puis les gens qui achètent la proportion, le take rate là en anglais de ces modèles-là, je la connais pas. Par contre, ça les rend un petit peu plus cool. Bon, Eclipse Cross et RVR. Eclipse Cross, c'est un véhicule qui évolue pas beaucoup. Écoute, ça va pas la peine de mentionner nécessairement tous les petits changements, mais on fait des réorganisations des variantes pour l'Eclipse Cross, qui est quand même un véhicule assez vieux là dans son habitacle et à l'extérieur aussi. Là. Ouais, pas juste le Eclipse Cross, c'est aussi le RVR. Ça date lui, il reçoit rien, par exemple. Ouais. Ça date de 2011, je pense, quelque chose comme ça. Donc, sans changement significatif, là, ça continue exactement. Ouais. Et ce qui est assez intéressant, et puis c'est notre technicien à la mise en onde qui nous a remarqué ça. Oui. Il y a un nouvel organisme d'autopartage à Montréal qui s'appelle Léo et qui ont acheté justement leur flotte est composée de véhicules RVR et aussi de Honda Civic. Honda Civic exactement, exclusivement. Donc ça parle pour la marque ça parce que on cherche quelque chose de fiable, de garantie, 10 ans, 160 000 km la garantie. C'est ça, chez Mitsubishi. Exactement. Donc, on dit ça puis on rit du RVR puis de l'Eclipse Cross parce qu'ils sont vieillissants, mais ce sont des véhicules qui sont sur la route puis qui n'ont pas de problème. Oui, exactement. Puis, et c'est logique, justement, à cause de cette garantie-là, qu'une compagnie d'autopartage choisisse ce modèle-là. Ouais. Puis avec la Honda Civic, évidemment, c'est un peu la même chose qu'on peut dire de ce véhicule-là, polyvalence puis fiabilité. Mais ce qui est vraiment intéressant, je pense, chez Mitsubishi, c'est le lancement prochain d'un véhicule électrique. Un véhicule 100% électrique. Évidemment, on sait qu'il y a une association entre Mitsubishi et Nissan. Donc, on s'attend à ce que ce nouveau véhicule électrique de Mitsubishi soit effectivement une version rebadgée, pour utiliser le terme francophone de la Leaf. On a une photo qui vient d'une présentation de Mitsubishi. On le voit à droite. Je pense que vous avez vu ma présentation sur la Leaf dernièrement, puis qu'est-ce qu'on en a parlé dans les dernières semaines. Juste à regarder les blocs optiques en avant, on se dit ça va être un design qui va être similaire. On peut pas parler de spécifications à ce moment-ci parce que justement, peut-être que Mitsubishi va avoir ses propres caractéristiques, ses propres packages, ses spécifications. Ouais, mais en même temps, ça va ressembler techniquement, on va utiliser la même plateforme. Exactement. C'est la même plateforme CMF EV là, de Nissan qui va servir à ce véhicule-là. Probablement, on peut s'attendre à un port de charge de type NACS. NACS, oui, évidemment. Parce que c'est la tendance maintenant chez à peu près tout le monde. Évidemment, ça permet l'accès au réseau de supercharger de Tesla. Et évidemment, si on se munit d'un adaptateur, on peut quand même se brancher sur des bornes CCS. Évidemment. Ce genre de choses. Donc, ça permet d'ouvrir un peu plus le nombre de bornes qui sont disponibles. Qu'on a grandement besoin. Voilà. Tu parles de NACS, tu parles de Tesla. Tesla, en fait, Elon Musk et Tesla ont ranimé un rêve qui est issu de l'année 2018, Elon Musk avait dit « J'aimerais ça faire un diner. » Un peu à l'image des diners des années 50, etc., en Californie, où est-ce qu'on pouvait aller, qui était ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec un look un peu rétro, etc. Puis là, ce projet-là a été mis à terme. Et puis, on a un diner qui a ouvert à West Hollywood, Diner Tesla avec un restaurant, un look rétro, des écrans où est-ce qu'on peut regarder des films, etc. 80 emplacements de recharge Tesla, évidemment. Puis comme on dit, que ce soit le cas pour Nissan, pour les autres marques qui font tous un peu la migration vers ce connecteur-là, ce diner-là, c'est pas juste pour des propriétaires de Tesla. Un peu tous les gens qui ont un véhicule qui est muni d'un connecteur NACS vont pouvoir en profiter. Fait que c'est quand même assez spécial de voir ça. Ça avait été mis un peu sous le tapis, mais c'est intéressant là, quand même. Et ça a été pris d'assaut, littéralement. Ah oui, Oui, il y avait il y avait énormément de monde qui voulait aller là. On a un collègue, en fait, je sais pas si tu le connais, mais moi, je le connais bien, Mark Vaughn, qui travaille pour le journal ou le magazine Auto Week. Et lui, s'est rendu là. Il a attendu 1h30 avant d'avoir son burger, qui venait dans une petite boîte en carton qui avait la forme d'un Cybertruck. Wow. Donc, ils ont poussé le branding jusqu'à ce point-là. Ouais. Mais comme on peut le voir,
Tu sais, c'est sur le coin d'une rue, il y a évidemment plusieurs espaces de stationnement, mais on comprend très rapidement que ça se remplit assez vite. Ben oui, c'est sûr. Puis là, bon, est-ce que on va avoir des robots Optimus en patin à roulettes qui vont venir livrer les milkshakes et les hamburgers? Ça perd un peu de son charme. Ben écoute, je te dis ça, puis je pensais à ça ce matin, puis je me suis dit, ça serait probablement quelque chose que Tesla aurait le guts de faire. Bon, évidemment, c'est un concept que chez nous, ça serait pas, tu sais, on peut parler à des chaînes de restauration comme Nichols, etc. Une bonne idée pour réanimer les concepts de restauration, puis d'avoir des chargeurs, évidemment, des bornes de recharge. Je pense que les gens vont pas nécessairement aller là pour recharger exclusivement, mais ça va être un peu pour vivre l'expérience, je pense, de diner, mais moderne maintenant avec un véhicule électrique. Et c'est pas bête parce que, tu sais, bon, on parle de recharge, ça, puis en Europe, il y a plusieurs marques automobiles qui ont développé leur propre réseau de recharge. Par exemple, Audi en Allemagne, ils ont un concept un peu similaire. Bon, évidemment, c'est pas un diner avec ce genre de menu-là, mais c'est une espèce de café où tu peux t'arrêter, recharger ta voiture sur une borne de recharge rapide et quand même manger quelque chose. Prendre un comme café. Une aire de repos. Exactement. Mais... Imagine-toi un Starbucks avec un paquet de bornes de recharge, là, ce genre d'environnement-là. Puis, c'est pas bête dans une certaine mesure parce que, bon, surtout quand tu es en ville et tout, souvent en Europe, les bornes de recharge, tu les cherches longtemps. Fait que de créer une espèce de hub ou de point de rencontre comme ça où ça peut se faire et en même temps te permettre de manger quelque chose. C'est assez pendant les 20-30 minutes exactement, que tu ça prend pour recharges. recharger. Voilà. Je vais parler d'Acura parce que bon, Acura fait les nouvelles quand même, les manchettes, ça va pas super bien dans ces marques-là. On doit couper le gras. D'une première part, on va parler de l'Acura Integra. Je sais pas pour toi quand la nouvelle Integra est arrivée, puis que je l'ai vue sur le marché, je me suis dit oh my God, on reprend ce nom-là qui était pour moi. Mythique. J'ai grandi avec les Integra, les Type R, etc. Puis pour moi, quand j'ai vu ça, c'était une berline un clone de la Honda Civic avec le branding Acura. Là, on voit qu'on s'inspire un petit peu plus la grille de calandre en avant du ZDX, là, l'utilitaire électrique, qu'on va chercher un peu cette ligne de design là. Quelques petites modifications à l'intérieur. On parle d'un nouvel écran. 9 pouces au lieu de 7, grosse différence. Il était temps. Là, je pense que quand on commence à parler de changement de système d'infodivertissement, les gens veulent des plus gros écrans. Mais surtout, d'ailleurs, Acura a été longtemps avec le petit pavé tactile qui était source de frustration éternelle pour les propriétaires et les journalistes qui essayaient les véhicules. Mais là, on rentre avec quelque chose qui est un petit peu plus compétitif. Et surtout, ce système-là avec un processeur qui est plus rapide. Ça va faire une grosse différence parce qu'il y avait souvent un délai de réaction là-dessus pour le processeur. Donc, il devait y avoir une meilleure réactivité, on le souhaite. Puis évidemment, bon, Apple CarPlay, Android Auto sans fil. Évidemment. C'est un must maintenant. Et évidemment, un chargeur sans fil pour ton téléphone, ça aussi c'est un must aujourd'hui. Voilà. On garde les mêmes motorisations, c'est similaire à la Civic, là, de 1.5 litres turbo compressé, 200 chevaux. Écoute, la type S demeure également là avec un moteur de 320 chevaux, mais là on parle encore de l'hybridation du côté de l'Integra. C'est pas fait encore, mais évidemment la Civic a un moteur qui est très efficace, performant. On parle de 200 chevaux, 232 livres-pieds de couple, plus de couple que le moteur de base du côté de la Civic. Mais on adore ce moteur-là pour son efficacité plus que pour sa performance, avec une consommation combinée de 5 litres au 100 km. Là, si on la mettait hypothétiquement dans un Integra, ça va peut-être être un petit peu plus parce que justement, c'est des véhicules qui sont mieux équipés. Mais quand même, on doit aller chercher des nouveaux clients chez Acura. On doit aller chercher des nouveaux adeptes de la marque et l'hybridation. Et c'est surtout que c'est une technologie qui existe déjà, qui a déjà été développée pour la Civic, qui serait facilement transposable. C'est ça. Faut juste que ça soit bien brandé puis avec un prix qui est compétitif. Fait que, suivez le guide de l'auto pour savoir toutes les nouvelles sur cette potentielle arrivée là chez Acura. On parle d'arrivée chez Acura, il y a des départs aussi. L'Acura TLX tire sa révérence, en fait, cette berline-là
qu'on a l'occasion de conduire une fois de temps en temps sur les flottes de presse d'Acura, puis que j'apprécie énormément son caractère, sa conduite, comment que c'est différent comme véhicule. Puis on n'a pas vendu au Canada. Puis c'est ça. Parce que bon, évidemment, ce véhicule-là a suivi 4 générations de la TL. Il est arrivé en 2015. Il y a eu un restylage en 2021. Mais malheureusement, cette voiture-là, elle subit le même sort qu'à peu près toutes les berlines que l'on voit. Il y a tellement de marques qui ont abandonné les berlines récemment. D'ailleurs, on va en parler tout à l'heure parce qu'on a un bilan des ventes de voitures dans la première moitié de 2025. On va voir jusqu'à quel point les berlines, c'est vraiment ça prend segment pas en régression. Ce n'est pas la part du lion. Là. Exactement. Donc, évidemment. Alors, le fait qu'ils décident d'abandonner la TLX et suivre juste le courant, on a perdu combien de berlines au cours des dernières années? On a perdu une flopée. Statistiquement, 840 exemplaires de TLX ont été vendus en 2024 au Canada, dont 180 au Québec. Évidemment, on attend, comme tu dis, l'arrivée du RSX, un autre modèle qui était, selon moi, quelque chose qu'on n'avait pas à poser sur un utilitaire électrique. Mais là, qu'est-ce que tu veux? On peut pas se plaindre à chaque fois que ça arrive parce qu'on doit recycler un peu ces marques-là, ces emblèmes-là. Puis, on espère voir quelque chose qui va sortir de là. Mais pour le moment, on n'a pas de nouvelles du côté d'Acura si ça va arriver quand, l'an prochain, etc. Et puis, on va se le dire, les véhicules électriques, c'est quand même il faut faire attention dans les mises en marché actuellement parce que, justement, aux États-Unis, on a retiré certains bénéfices pour faire ça, donc il faut faire attention. Mais ce qui va être intéressant de ça, mis à part le fait qu'on utilise le nom RSX, comme tu dis, c'est pour un VUS électrique. Là, mais ça va être un véhicule qui va reposer sur la toute nouvelle architecture pour les plateformes électriques de Honda, là, ce qu'ils appellent le e-architecture. Et ça, c'est une plateforme qui est conçue à l'interne par Honda pour leur propre véhicules électriques. On parle pas de la plateforme GM, Prologue, ZDX, etc. On met ça de côté. Exactement. Là. Et on part dans une autre direction avec une toute nouvelle approche. Ouais. C'est sûr que Honda, c'est pas une marque à laquelle on associe vraiment la technologie hybride ou évidemment, on a eu l'Insight, on a eu des Civic hybrides, la nouvelle. Mais de ce côté-là, qui décide d'y aller finalement avec un modèle électrique qui va être leur modèle électrique, c'est quand même un pas dans la bonne direction. Puis on est vraiment intéressé de voir ce qui va, quoi il va en être de cette plateforme-là dédiée, parce que justement, quand on regarde le Prologue et le ZDX, c'est comme conduire un peu un Blazer. Là, fait que puis Honda le sait, et il voulait se dissocier un peu de ça, de la marque General Motors. Donc, j'ai bien hâte de voir, comme toi, pour la RSX. On va parler de véhicules un petit peu moins excitants. Les mini-fourgonnettes. Écoute, pas excitant, mais vraiment utilitaire. Moi, à chaque fois que j'emprunte une mini-fourgonnette, je me dis, tabarnouche, l'espace, la technologie, on va en parler tantôt, elles sont devenues dispendieuses, les mini-fourgonnettes. Par contre, un segment qui est en hausse. On regarde au Canada, là, c'est vraiment c'est vraiment impressionnant comment que les gens choisissent la polyvalence d'une mini-fourgonnette au détriment peut-être de certains utilitaires à 3 rangées qui font tout là, chez les constructeurs pour nous les vendre. Les mini-fourgonnettes, là, moi, je vois ça vraiment comme on parle beaucoup de véhicules de lifestyle. Là, les VUS, c'est un peu ça. Mais les mini-fourgonnettes, je pense qu'il faut parler de véhicules de life stage. C'est-à-dire que quand tu as un certain stade de ta vie, tu sais, t'es en couple ou whatever, puis tu commences à avoir des enfants, là, une mini-fourgonnette, c'est presque un incontournable parce que c'est des véhicules super pratiques. Tu ouvres les portes coulissantes, installer des sièges de bébé, ces choses-là. Donc, pendant quelques années, peut-être 6 ans ou 8 ans, peut-être 2 cycles de location, tu fais le sacrifice de conduire un véhicule comme ça. Parce que, évidemment, c'est pas des véhicules qui sont particulièrement intéressants à conduire, mais effectivement, pour le côté pratique, charger du stock, poussette, lit de bébé quand tu t'en vas chez les beaux-parents, etc. Et puis, c'est pas battable. Oui, puis aussi, il y en a certaines qui sont capables de même, tu peux enlever les sièges.
y en a qui, les sièges, la deuxième rangée s'enlève pas. Bon, ça peut être un problème. Mais si tu peux enlever tous les sièges, tu peux mettre une feuille de 4x8, pas juste une, là, mais en largeur et en longueur, ça devient intéressant pour quelqu'un qui veut garder son chargement à l'abri. Des mini-fourgonnettes qui s'en viennent de plus en plus efficace aussi du côté de l'hybridation. Tu sais, on parle de la Sienna. Il y en a beaucoup maintenant qui ont le rouage intégral aussi. Aussi, oui, exactement. Donc, vite, là, pour les ventes, une augmentation de 21% du côté de la Toyota Sienna, 82% du côté de la Chrysler Pacifica. Mais là, c'est sûr que c'est un véhicule qui a été en constant changement, 21% de la grande caravane du côté de Chrysler, 31% Kia Carnival, un véhicule qui a fait son entrée dans ce segment-là contre toute attente. On disait qu'est-ce que Kia pense aller chercher là, mais c'est extrêmement populaire comme véhicule, Honda Odyssey, une augmentation de 31%. Quand même assez intéressant parce que justement, comme je disais tantôt, les constructeurs se fendent pour vendre des utilitaires à 3 rangées, puis des fois sont plus gourmands, plus chers, puis pas tout le temps disponibles, pas tout le temps pratique en ville, pas tout le temps facile à stationner, etc. Fait que je pense qu'il y a quelque chose à aller chercher dans la mini-fourgonnette. Puis ben là encore quelque chose à offrir aux consommateurs. Je veux parler de Rivian, le constructeur de camions électriques américain, qui fait quelque chose de complètement différent, champ gauche. Si vous avez eu l'occasion de conduire les R1T et R1S, c'est des véhicules dont le style est tout particulier. On les a marqués comme étant des véhicules d'aventure. Chez Rivian, on veut faire un réseau de recharge qui s'étend dans les parcs nationaux, etc. On en commercialise au Canada, évidemment. On avait seulement un point de service du côté de Ville-Mont-Royal, mais là, on va ouvrir une grosse concession du côté de Laval. C'est pas facile en ce moment pour Rivian. On a encore de la difficulté à faire de l'argent. Qu'est-ce qui arrive aux États-Unis en ce moment où est-ce qu'on retire les subventions pour les véhicules électriques? Ça n'aidera pas à la marque. Puis aussi, nous autres, les véhicules sont assemblés aux États-Unis. Donc, on paye des tarifs. J'ai regardé vite sur le site de Rivian. Il y a rien en bas de 140 000 $. Et puis là, on compte pas avec la taxe de luxe, etc., etc. Donc, oui, on ouvre, mais on attend vraiment l'arrivée d'un modèle plus abordable que le R1S et le R1T, c'est-à-dire le R2, R3 puis R3X là, qu'on nous a présenté dans la dernière année. Oui, tout à fait. Mais tu sais, cette marque-là, c'est il faut aller. Moi, à chaque fois que je vais en Californie, je tombe en bas de ma chaise de voir comment il y a de Rivian sur la route. Oui. Il y en a beaucoup en Californie, il y en a beaucoup dans certains États des États-Unis. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent avoir un véhicule électrique et qui ne veulent plus maintenant d'une Tesla, tu sais, d'un Tesla Model X ou Y. Évidemment. Et donc, qui vont se tourner vers Rivian. Et oui, effectivement, pour eux, ça va être assez compliqué. C'est une marque qui fait pas encore beaucoup de sous, qui en perd quand même pas mal. Mm-hmm. Mais on espère juste qu'ils ont les reins assez solides pour justement nous développer les plus petits véhicules dont tu parlais, R2, R3, etc. Ouais. Parce que bon, ça fait longtemps qu'on parle de ces véhicules-là, comme quoi ils s'en viennent. Mais c'est clair que tu sais, Rivian a eu la même approche que Tesla, c'est-à-dire quand ils ont lancé cette marque-là, ils sont allés tout de suite vers le marché haut de gamme, le marché plus de luxe, un peu exactement comme Tesla le fait avec la Model S, pour ensuite, on l'espère, décliner des modèles plus abordables. Mais là, on arrive avec des modèles plus abordables et moins de subventions. Ouais, exact. Tu sais, un peu en retard dans le jeu. C'est ça. Tesla est arrivé, bon là, on en parlera peut-être une autre fois de ça, mais aussi Tesla a un modèle d'affaires qui était aussi basé sur les crédits carbone, comment vendre aux autres constructeurs des crédits pour aller chercher des revenus, quelque chose qui a été très profitable pour l'entreprise, qui a été pas profitable pendant vraiment longtemps. Et là, Rivian arrive avec un produit qui est très convaincant. On a vendu des véhicules commerciaux aussi, beaucoup chez Rivian, qui ont été très payants, mais pas assez. Et là, on arrive avec ces véhicules-là qui sont abordables. Il va falloir trouver un moyen de les commercialiser puis qu'ils soient à bas prix. Quelque chose qui joue pour Rivian, c'est le fait que plus on a fait de véhicules électriques avec toutes les autres marques, plus l'électrification s'est étendue, plus les matériaux pour les batteries, etc., vont devenir un petit peu moins dispendieux. Donc, c'est peut-être quelque chose qui va jouer en faveur de la marque. On l'espère. On l'espère. Je veux terminer notre segment nouvelle avec
Un petit tour d'horizon des ventes au premier semestre. On n'a pas les chiffres au complet, là, comme les pages de feuilles qui sont pas encore confirmées quand on vient pour faire un bilan. Mais je veux quand même mentionner quelques statistiques importantes. On a augmenté au deuxième trimestre de l'année 2025 de 6,4% au Canada les ventes de véhicules, 4,3% pour la première moitié comparativement à 2025, ce qui est quand même intéressant. 958 442 véhicules ont été vendus entre janvier et juin au Canada en 2025. Et on parlait tantôt, tu sais, de la régression des berlines et autres modèles du même genre. Ouais. Dans ces 958 000 véhicules vendus au Canada, 86,6%, la très grosse majorité, c'est quoi? C'est des camionnettes, des VUS et aussi des fourgonnettes accessoirement. Mais on comprend bien que ce sont surtout les camionnettes et les VUS qui comptent pour la grosse part de ce 86,6%. T'sais, on le savait là, que les berlines, les voitures conventionnelles se vendaient de moins en moins, mais quand tu vois un chiffre comme ça, là, 86,6%, c'est des VUS, des camionnettes ou des fourgonnettes, c'est quand même wow. Et c'est pour ça là que, tu sais, quand on parle de véhicules qui tirent leur révérence, surtout dans un contexte où est-ce que les constructeurs doivent réorganiser leurs usines, réorganiser leur commercialisation, réorganiser leur plan d'électrification. On veut capitaliser sur ce que les gens achètent. Là, les chiffres parlent. Là. Ouais, exactement. Les chiffres parlent. Et puis, bon, évidemment, c'est clair qu'il y a des constructeurs qui sont très forts, évidemment, dans le marché de la camionnette. On pense évidemment Ford F-150. D'ailleurs, c'est toujours le véhicule le plus vendu au Canada. C'est cette marque-là. Mais on retrouve aussi, tu sais, GMC Sierra, Chevrolet Silverado. Tout ça, c'est dans le top 10. On a le top 10 là, sur le guide de l'auto. GMC Sierra, comme tu l'as mentionné, en 3e position. On a également, en 10e position, on a quand même une berline avec la Civic, qui est un véhicule populaire. Et c'est la seule. Et c'est la seule, absolument, évidemment. Le reste, c'est des camions ou des VUS. Qui s'accroche à notre top 10. Moi, je suis bien content de l'avoir là. C'est un véhicule qui est quand même qui fait sa marque. C'est le village d'Astérix qui résiste encore et toujours à l'envahisseur. Mais comme tu dis, dans les premières positions, Série F, RAV4, Sierra en 3e, comme on l'a mentionné, Silverado 4e, Honda CR-V en 5e position, le RAM, en 6e position quand même, qui a été brassé un peu, Nissan Kicks, incluant le Kicksplay qui ne reviendra pas, mais là, on va voir qu'est-ce que ça va donner quand il va partir. Nissan Rogue en 8e position, Hyundai Tucson en 9e, et Honda Civic en 10e qui est encore là. Le guide de l'auto. Parcours l'actualité automobile sans dérapage ni accrochage. Bon, Gabriel, comme on le disait en début d'émission, on reçoit un invité de marque aujourd'hui, quelqu'un que vous connaissez très bien, journaliste au Guide de l'auto et également ambassadeur de l'International des voitures anciennes de Granby. Antoine Joubert, salut! Pas moyen d'être en vacances 2 minutes. C'est ça. On vient te chercher dans tes vacances de la construction. Je suis sûr que tu te reposes pas tant que ça. Je pense que ton horaire est assez chargé pareil en vacances. Écoute, Antoine, on en parle à tous les années, là, mais t'es un habitué de l'International des voitures anciennes de Granby. Ouais. Depuis quand toute cette histoire-là a commencé avec toi dans les dernières années? Depuis quand que t'es là à cet événement-là, qui est d'ailleurs le plus gros événement de son genre au Canada, là? Ouais, exactement. Écoute, moi j'y suis allé pour la première fois, j'étais ado, je pourrais pas te nommer exactement le nombre de fois où j'y suis allé, mais un souvenir marquant pour moi, c'est en 2012 où je suis allé avec mon père. Mon père était un gars qui ne s'intéressait pas de près ou de loin à l'automobile, là, a eu sa première voiture à l'âge de 27 ans, a possédé 6 voitures dans sa vie, il n'y avait rien d'excitant là-dedans. D'avoir pu le déplacer là-bas pour lui faire découvrir cette culture automobile, c'était super le fun. Ouais. C'était très drôle aussi parce que il est arrivé là-bas, il a vu plusieurs modèles qui lui rappelaient de bons souvenirs. Là. Je me souviens qu'il s'est arrêté à côté d'une Renault Dauphine, d'une BMW 2002, d'une Challenger 71 qui était identique à celle qu'une amie avait quand il était jeune, bref, etc., etc. Mais en même temps, il s'interrogeait à l'époque sur la pertinence d'avoir une Dodge Ariès sur le site parce que pour lui,
c'était juste des minounes. Puis là, ben, je lui rappelais que il y a des gens qui avaient gardé ça pendant 25 ans, puis c'était exceptionnel d'avoir ça sur la route quand, évidemment, c'était du consommé jeté. Évidemment qu'il y en a pour tous les goûts. Il y a bien des gens qui vont passer à côté de plusieurs modèles qui les intéressent pas. Mais l'idée, c'est évidemment de faire rejaillir sa passion pour l'automobile, mais il y a beaucoup de fibres nostalgiques dans ce genre d'événement-là. Et la preuve que j'ai eue, c'est que en marchant avec lui l'événement en 2012, on s'est arrêté devant une Chevrolet Fleetline Deluxe 1949. 49, c'était son année de naissance. Okay. J'ai vu ses yeux devenir comme des billes. Il s'est approché de l'auto, il était silencieux. Un coup de foudre, là. Il y avait un coup de foudre, il s'est mis la tête à l'intérieur de l'auto, les odeurs de l'habitacle lui rappelaient des souvenirs, tu sais, tout ça. Son père a eu des Pontiac dans les années 50, dans les années 60, il changeait de Pontiac aux 2 ans, alors tu sais, pour lui, une Chevrolet ou une Pontiac, pareil au même. Alors, il y avait vraiment eu un coup de foudre pour cette auto-là, et soudainement, il m'a dit, et si on achetait cette auto-là comme projet commun? Mais tu sais, pour vous mettre en contexte, là, mon père roulait une Mazda protégée, manuelle, pas de climatisation, pas de tapis, pas de garde-boue. Il n'y en avait rien à foutre de l'automobile. Alors, tu t'attendais pas à ça, de le voir s'intéresser à ça, ben je trouvais ça très, très, très cool. Il était tout près de la retraite. Puis finalement, ben on a continué de marcher l'événement. On a un peu oublié la Chevrolet en question. Et moins d'1 an plus tard, il est décédé. C'est un projet qui m'est toujours resté en tête et un regret un peu parce que je l'ai vu vraiment triper sur une voiture à ce moment-là. Ce qui m'illustre une chose, c'est que même les gens qui s'intéressent pas à l'automobile peuvent aller là et aller chercher de bons souvenirs, avoir la fibre nostalgique. Même les gens qui l'ont pas tant que ça vont la redécouvrir. Bon, évidemment, à part ça, t'as tous les maniaques de voitures qui s'en vont là, qui cherchent des pièces, qui regardent les bolides, qui chaînent leurs voitures, qui les amènent parce qu'il y a plus de 3000 voitures sur le site. Mais même ceux qui s'intéressent pas à l'automobile, ça peut être un événement super intéressant. Et ça s'arrête pas qu'à l'automobile, parce qu'évidemment, tu vas retrouver de la nostalgie dans l'habillement de plusieurs personnes, dans le marché aux puces où tu peux t'acheter des accessoires d'époque, à l'encan où tu vas voir des voitures à vendre défiler au fil du temps. Et puis peut-être te trouver une future voiture. Il y a une espèce de car corral où il y a toujours 150 voitures qui sont à vendre là-bas. Alors c'est des occasions pour certaines personnes, mais c'est aussi évidemment un grand rendez-vous familial. Moi je m'en vais là-bas et je sais que je vais rencontrer des dizaines de personnes que j'ai vues la dernière fois aux voitures anciennes de Granby l'année passée. On jase de projets automobiles, fait que ça devient une grande famille. C'est un événement qui est super bien organisé. Et puis, à chaque fois que je remets les pieds là, ben j'ai toujours espoir de peut-être revoir cette fameuse Chevrolet 1949, ne serait-ce que pour moi, avoir la nostalgie de ce moment-là que j'ai vécu avec mon père qui nous a quittés à peine 10 mois plus tard. Fait que, tu sais, il y a tout ça. Ça crée des souvenirs. C'est un événement que j'aime particulièrement. Et c'est pour ça que je suis très, très heureux d'en être l'ambassadeur depuis maintenant 7 ans. 7 ans. J'ai beaucoup de plaisir à être là. Évidemment que je termine l'entrevue avec vous. Et puis, j'ai quelques petits clips à enregistrer pour la future saison du Guide de l'auto, accessoirement, parce que non, je suis pas totalement en congé. Mais après ça, je saute dans la grosse brune, direction Granby, et je m'en vais passer la fin de semaine là-bas jusqu'à dimanche. C'est ça. Mais des événements comme ça, là, des rassemblements de voitures anciennes, on sait qu'il y en a beaucoup au Québec. Mais celui-là, il est vraiment particulier parce que c'est le plus gros, parce que c'est le plus gros au Canada aussi. Et moi, je me souviens d'avoir été là et, comme tu le disais aussi, de découvrir des choses complètement, des fois champ gauche, des voitures qu'on a comme carrément oubliées et qui existent, qui ont été conservées par des propriétaires. Comme avec obsession. Oui, exactement. Je me souviens d'un monsieur qui avait une ancienne Volkswagen Beetle qui était absolument magnifique. Mais c'est vraiment, je pense,
peu importe si on s'intéresse ou non à l'automobile, c'est presque un incontournable, cet événement-là. T'es-tu, Antoine? Ben, c'est un incontournable, puis c'est un moment d'histoire aussi. Tu sais, il y a des gens qui tu sais, je vais vous donner l'exemple du politicien Gérald Deltel, que je prends plaisir à revoir à chaque année là-bas. Lui est propriétaire d'une Manic GT, qui a complètement restauré. Et ils se sont fait un devoir, les quelques propriétaires de Manic GT, de se retrouver à Granby à chaque année pour leur rassemblement annuel. Évidemment, il y a des communautés qui sont créées. Alors, les amateurs de vieilles voitures anglaises, et Dieu sait que eux ont besoin de tuyaux et de pièces pour pouvoir les faire rouler, leurs voitures, là. Alors, les amateurs de vieilles voitures anglaises, les MG, les Triumph, les vieux Land Rover, ben, ça se retrouve tout là dans un coin. Les collectionneurs ou les propriétaires de Ford Model T, ben, ils ont un coin qui leur est dédié, parce que c'est leur rendez-vous annuel aussi. Alors, à l'intérieur de ces 3500 voitures que vous allez voir sur le site, ben, il y a des micro-clubs où il y a des clubs qui se rassemblent là. Le club Honda Québec est là avec des voitures des années 70, 80, beaucoup. Puis évidemment, le dimanche aussi, c'est le moment du jugement. Bon, là, ce que vous voyez à l'écran, pour ceux qui nous regardent en vidéo, c'est le micro-rassemblement de voitures de bois que j'avais fait il y a quelques années. Je fais pas ça chaque année, là. C'est juste très drôle de voir ces véhicules-là rassemblés sur place, mais il y a un peu de tout. Cette année, d'ailleurs, la thématique c'est sur Cadillac. Il va y avoir un grand chapiteau où vous allez retrouver des Cadillacs de toutes les décennies, depuis la Cadillac à moteur V16 jusqu'au Cadillac des années 80. Là, j'ai aucune idée de ce qui va se retrouver sous la tente, mais est-ce qu'on va avoir, par exemple, la première Cadillac Alante qui a été fabriquée, ou même une marron? Ça peut être aussi drôle qu'une Cadillac à moteur V16, là, tu sais. Alors, tu sais, ou une Cadillac Eldorado 59 avec les ailes de 4 pieds de haut. Il y a vraiment de tout là-bas. Puis, il faut quand même aussi souligner un truc. Ça vaut la peine d'arriver là tôt pour profiter de l'événement, pour marcher le marché aux puces où on peut trouver toutes sortes de trucs. Oui, des éléments de décoration pour votre maison, votre garage, tout ça, mais peut-être aussi la pièce que vous cherchez depuis des années, qui est difficile à trouver sur eBay ou sur Marketplace, et que finalement, vous allez trouver dans un bazar de quelqu'un qui a pris un kiosque pour vendre des pièces automobiles quelconques. Là. Alors, tu sais, moi, à chaque année, j'ai une mission de 2-3 petites pièces ou accessoires que je cherche, et très souvent, je réussis à les dérober, souvent à prix raisonnable. Fait que ça aussi, ça vaut la peine. Tu peux nous expliquer un peu qu'est-ce qui se passe durant le week-end, là, jour par jour, parce que justement, il y a beaucoup d'événements. On a parlé, il va y avoir un encan, il va y avoir l'exposition, il va y avoir le marché aux puces. Un peu, qu'est-ce qui se passe durant les 3 jours, là? Ben, essentiellement, le vendredi, c'est la journée où les gens arrivent. C'est la journée la plus tranquille. Pour ceux qui veulent faire le marché aux puces, c'est évidemment le vendredi parce que tout est là et parce qu'il y a moins de monde. Donc, ça vaut peut-être un peu la peine pour ceux qui ciblent ça particulièrement d'y aller le vendredi. Le samedi, c'est toujours la grosse journée, la journée où a lieu l'encan qui débute à 10 heures le matin. Alors, vous pouvez vous obtenir un carton d'acheteur pour 10 $, entrer dans la tente à l'encan et voir les voitures défiler que vous pouvez regarder avant qu'elles passent sur la ligne à l'encan. Et celles qui ne sont pas vendues à l'encan, parce que l'encan dure à peu près 5-6 heures, celles qui ne sont pas vendues à l'encan se retrouvent ensuite dans le car corral. Et ce qui est le fun aussi, le samedi, c'est que si vous décidez d'acheter une voiture sur place, évidemment, peut-être vous allez acheter une voiture à 12 000 $, mais vous n'avez pas 12 000 $ dans les poches, bien, il y a possibilité de faire une transaction bancaire sur place, aussi de faire un transfert automobile, parce que Tony Transfert est là pour pouvoir transférer un véhicule par l'intermédiaire d'un marchand de véhicules. Alors, tout peut se faire, c'est clé en main. Vous pouvez partir le jour même avec la voiture que vous avez achetée. Le gros highlight, c'est évidemment l'encan, mais également la quantité astronomique de voitures qui vont être là samedi. Ils annoncent très beau aussi, alors on s'attend à ce que samedi, ce soit la grosse journée. Et le dimanche, ben, c'est la journée du jugement. Et c'est là que vous allez avoir, je vous dirais, pas en quantité, mais la meilleure qualité de voiture. Parce que là, il y a des gens qui vont se déplacer que le dimanche,
qui vont avoir pris le soin de faire briller leur voiture plus que les 2 autres journées parce qu'ils veulent aller chercher un prix, un trophée et parce que les juges vont se promener pour déterminer quelles sont les voitures les plus belles, les plus exceptionnelles dans les 37 catégories de véhicules qui sont jugés. Ouais. Et à partir de 13h30, 14h, ben là, c'est la remise des prix. L'événement termine autour de 17h le dimanche. Fait que c'est 3 jours d'événements sans arrêt. Évidemment, Stéphane Dumaine, qui est un grand collectionneur de voitures et qui est résident de Granby, va aussi amener l'entièreté de sa collection de véhicules. Il y en a une centaine. Alors, lui expose ça sur le terrain. Ça vaut la peine de voir ça. Mais oui, c'est toujours un événement sur 3 jours avec des thématiques qui se passent. Puis la clientèle change un peu au fil des jours. Pour ceux qui veulent amener leur voiture sur place, et particulièrement le samedi, si vous ne vous êtes pas inscrit d'avance, amenez votre véhicule, arrivez de bonne heure, ça vaut la peine, parce qu'il est arrivé des moments où, malheureusement, il y avait plus de place sur le terrain, et il fallait envoyer les gens se stationner dans les rues, faute d'espace. Donc, d'arriver là à 11h le matin, c'est peut-être pas nécessairement la meilleure idée. Soyez là dès 7h30, 8h le matin pour vous assurer d'une bonne place et pour pouvoir profiter de l'événement. Surtout le samedi, les 2 autres journées, c'est un petit peu plus tranquille, mais évidemment, tout dépend de la météo. Cette année, ils annoncent assez beau, un peu de précipitation le vendredi, mais sinon, on s'attend à un super week-end. Justement, on sait que c'est un événement qui est très populaire. Tu nous parlais de 3000 voitures, etc. Mais il y a combien de personnes qui se rendent là à chaque année? Je sais que ça varie selon les années, la météo et ces choses-là, mais pour nous donner une idée là, de l'ampleur du phénomène, combien de spectateurs qui se rendent au International de Granby? Ben, il y a entre 30 et 35 000 personnes sur le site un samedi. Là. Ça vous donne une idée. Fait qu'il y a du monde à la messe. Puis pour la ville de Granby, c'est évidemment un événement très important, d'autant plus que ce même week-end-là, vous allez avoir aussi le zoo qui attire beaucoup de gens dans les vacances de la construction. Exact. Alors, il y a du monde en ville à Granby, ce qui veut dire que si vous aviez l'intention demain de vous chercher une chambre d'hôtel, oubliez ça, c'est sold out. Écoute, faut le faire un peu d'avance. Les restaurateurs le savent, sont habitués, mais la ville de Granby, ce week-end-là du mois de juillet, elle est extrêmement achalandée et ça amène beaucoup de gens. Donc, évidemment, 30 à 35 000 personnes, ça inclut tous ceux qui amènent des véhicules sur place. Là. Mais ça vaut quand même la peine et on se sent pas tassé parce que c'est au parc Daniel Johnson qui est très, très, très spacieux. C'est juste qu'à un moment donné, il y a une limite d'espace pour les véhicules qu'on peut installer là-bas. Puis il y a toutes les facilités nécessaires. Si vous entrez sur le site avec votre voiture, c'est 15 $. Vous avez droit à 2 personnes. Donc, le conducteur et un passager qui ne paieront pas l'accès. Sinon, pour entrer sur le site sans véhicule, c'est 18 $ l'accès pour la journée au complet. Écoute, moi, je suis allé l'an dernier, aucunement planifié. Je passais par là, je m'en allais dans les cantons de l'Est. Et puis, c'était le samedi, la pire journée, la pire manière de rentrer sur le site. Et finalement, il y avait plus de place. Et il y avait pas de place dans les rues non plus. Puis, j'étais allé me stationner dans un stationnement incitatif au parc Terry Fox, qui est pas trop loin. Puis étonnamment, j'étais grognon un peu, là, je me disais, voyons, j'aurais dû planifier ça, mais étonnamment, ça a été super bien. Il y avait des navettes. Ils ont des services de navettes. Il y a des navettes avec les autobus qui sont là constamment. Puis en plus, si tu n'attends pas de prendre des navettes, tu marches, c'est quoi? C'est 15-20 minutes de ce parc-là. Et puis, il y a du staff dans le parc autour des voitures. Si par exemple, vous avez une voiture qui a une certaine valeur, vous voulez pas la laisser là, il y a du monde qui dirige les gens pour se stationner, pour rentrer et pour sortir. Et quand on est sorti, ce n'était pas le bordel. C'était vraiment bien organisé. On est arrivé sur la 10 en temps record. Donc, moi, je voulais souligner ça parce que des fois, on se dit, il va y avoir 35 000 personnes, ça va être difficile. Dans le pire des cas, allez-y pareil, on va vous trouver une place pour stationner parce que moi, je suis arrivé tellement tard puis le stationnement incitatif, ça s'est bien déroulé, là. Vous parliez tantôt, les gars, de hors d'onde, du fait que vous étiez peut-être un peu plus mince que moi, là. Moi, histoire que vous me fassiez. Oui, t'as dit ça avant qu'on entre en onde. Alors, moi, j'ai décidé de vous proposer de me faire compétition et je vous invite, si vous venez à Granby, à aller faire un tour chez Ben Onsbourg-la-Bédaine. Okay. C'est une cantine qui est un classique dans la ville de Granby. C'est un emblème. Où
où la fille de notre ami Alain Morin travaille depuis plusieurs années. Oui, puis Alain Morin, évidemment, c'est un ancien collègue du Guide de l'auto qu'on croise là-bas à chaque année parce qu'il est résident de l'endroit. Alors, on le salue, on va le voir là-bas. Il va prendre ses photos habituelles lors de la remise des prix le dimanche. Mais faites-moi compétition un peu, là. Moi, je vais essayer de faire attention, puis toi, tu peux te lâcher douce. C'est bon. Merci, Antoine, d'avoir été avec nous pour l'émission. Que tu as sorti de tes vacances qui sont pas réellement des vacances. Mais c'est ça l'affaire. On va se voir là à l'International de Granby là, en fin de semaine. Exact. Bon week-end. Ah oui, puis vous avez déjà parlé de l'abandon de l'Acura TLX, hein? C'est ça? Oui, c'est ça. Ben, j'ai vu ça passer dans le fil hier. Une nouvelle dont on est vraiment surpris. Ouais, c'est ça. Salut, Antoine. Salut. Salut. Le guide de l'auto. Gabriel, je t'ai vu arriver dans le stationnement au studio avec un véhicule qui est, je pense, de contexte avec la température qu'il fait en ce moment. Une belle Mazda MX-5, mais pas n'importe quelle, l'édition 35e anniversaire. L'édition 35e anniversaire, parce que évidemment, ça fait 35 ans que la MX-5, autrefois connue sous le nom de Miata, en Amérique du Nord, existe. Et bon, évidemment, le modèle actuel est avec nous depuis même presque 10 ans maintenant, le modèle de 4e génération. Mais pour célébrer le 35e anniversaire de la MX-5, Mazda a décidé de produire une édition spéciale, évidemment 35e anniversaire, qui a été lancée aux 24 heures de Daytona, plus tôt cette année. D'ailleurs, je me suis rendu à Daytona pour assister à ce lancement de ce modèle. Et ensuite, cette semaine, pour la conduire, y compris sur le circuit à Mécaglis. Je reviens là-dessus dans quelques minutes. Mais comme vous pouvez voir, c'est un modèle avec une peinture très, très spéciale. C'est pour le Canada, ça va être disponible en une seule couleur, qui est celle-là, qui s'appelle Artisan Red, qui est la couleur du CX70, CX90, avec aussi un intérieur en cuir, avec une capote en toit souple de couleur beige également. Et donc, c'est une voiture il va en avoir seulement 230 disponibles au Canada, mais c'est quand même beaucoup parce qu'il va y avoir seulement 300 exemplaires de cette voiture-là pour les États-Unis. Ça en dit long sur la confiance de Mazda de vendre 230 de ce modèle-là d'édition spéciale ici au Canada et 300 aux États-Unis. Donc, bon, évidemment, sur le plan technique, c'est une voiture qui reprend plusieurs équipements qu'on retrouve, par exemple, dans la MX-5 GSP. Donc, à part la couleur, évidemment, Artisan Red, sur le plan technique, il y a le même moteur, mais il y a surtout des éléments comme une barre anti-rapprochement entre les deux tourelles de suspension avant, des amortisseurs Bilstein, un différentiel à glissement limité aussi. Donc, sur le plan technique, c'est une voiture qui se défend bien parce que tous ces éléments-là font en sorte que c'est une voiture qui demeure hyper agréable à conduire. Évidemment, la boîte manuelle. Oui, ça, la boîte manuelle, c'est la seule disponible d'ailleurs. Et il n'y a pas non plus de modèle RF à toit rigide rétractable. Donc, c'est strictement avec le toit la capote. Ça, on aime ça. Et juste la boîte manuelle, encore une fois, c'est toujours le même moteur 4 cylindres 2 litres avec la même puissance. On n'a pas augmenté la puissance, donc 181 chevaux, 151 livres-pieds de couple. Et il y a aussi des modes de conduite comme le mode DSC Track qui réduit l'intervention du contrôle de système électronique de la stabilité, etc. Et cette voiture-là, pour moi, ça a toujours été un coup de cœur, la MX-5. Et c'est une voiture qui est parfaitement équilibrée. Tu sais, c'est comme de la répartition des masses sur cette auto-là. C'est pas un moteur super puissant, mais c'est juste ce qu'il faut pour avoir du fun. Ouais, puis garder le véhicule abordable exact. aussi. Là, abordable. J'aime ça utiliser ce mot-là, mais on dirait que je peux plus l'utiliser nulle part parce que il y a plus rien d'achetable. Mais je veux dire, comparativement à des sportifs qui vont te donner le genre de sensation au volant. Ouais, tout à fait. On est dans le bas, là. Mais pour vous donner une idée, le prix de ce modèle-là, c'est 43 700 $. Donc, c'est pas... c'est quand même assez cher. Mais c'est cher, mais encore là, c'est écœurant là, à conduire. Exact. Et c'est surtout
Moi, ce que je dis toujours, c'est que c'est une voiture qui va faire de toi un meilleur conducteur. Parce que quand tu rentres dans un virage, par exemple, si tu sens que la voiture dérive un petit peu, juste en levant le pied de l'accélérateur, ça induit un transfert de masse vers l'avant. Ouais. Et là, tout à coup, oups, le train avant pointe plus vers l'intérieur du virage. L'inverse est aussi vrai. T'accélères, tu fais dériver un peu plus la voiture vers l'extérieur du virage. C'est une voiture qui répond instantanément à tout ce que tu fais derrière le volant. Oui. Et c'est pour ça que je dis que c'est un professeur, ça. Ben oui, parce que ça va faire de toi un meilleur conducteur. Justement, que tu dis meilleur conducteur, il n'y a pas beaucoup de puissance dedans. Non. T'es pas constamment en train de moduler l'accélérateur pour contrôler la puissance. Exact. Tu peux toujours être dans le tapis puis te concentrer sur, justement, le contrôle du véhicule. Et surtout, c'est une voiture sport avec laquelle tu peux avoir beaucoup de plaisir au volant sans mettre ton permis de conduire en danger. Avec une vitesse de pointe, etc. Et pour l'entretien aussi, c'est limité. C'est un de mes coups de cœur. Là. C'est dans mon top 5 de voitures, il y a toujours la MX-5. Ouais, ça va demeurer là, je suis sûr. Pour ma part, j'ai essayé dernièrement le Volvo EX30 électrique, mais dans sa variante cross-country. Tu sais, on parle souvent de la tendance lourde avec des véhicules qui sont un petit peu plus aventuriers, puis là, toutes les marques commencent à sortir leur propre emblème. Cross-country, là, on s'entend, ça fait longtemps que ça existe. C'est quand même emblématique, là, comme un espèce de pionnier, un trailblazer, là, si on veut, dans ce type de modèle-là. Et puis le EX30, ben, ça va être le premier à avoir cet emblème-là dans la filière électrique pour Volvo. Le modèle que j'ai essayé, double moteur, évidemment, 422 chevaux. Tu sais, le EX30, c'est petit comme véhicule, c'est pas gros, tu l'as conduit. 422 chevaux dedans, là, écoute, on va dire que tous les véhicules électriques sont rapides, là, mais 2 moteurs 422 chevaux dans un véhicule de ce format-là, même si c'est pesant pour un petit véhicule du format, colline que ça marche. C'est vraiment un véhicule qui se déplace. Et là, bon, la variante cross-country, plus haute, on a une garde au sol plus élevée de 19 mm. On a du plastique à l'avant, les arches de roue, etc. À l'avant, tu remarqueras, c'est la topographie du plus haut sommet de la Suède. Et c'est ça qu'on voit sur le noir, là. C'est ça. Et je peux pas le nommer, là. J'ai pas mon suédois est très rouillé. Mais par contre. On va dire la montagne de Thor. C'est ça. Des petits détails qu'on essaie d'aller chercher une clientèle, justement, qui va peut-être soit profiter un petit peu plus de son véhicule ou, au Québec, qui va apprécier peut-être le roulement un peu plus tolérant, un peu plus peut-être confortable, parce que justement on a un calibrage de suspension qui va être plus adapté à nos routes, à nos routes endommagées. Les modèles cross-country, je pense qu'au Québec, là, on n'a pas besoin de les vendre, les gens ils les achètent chez Volvo. Et puis du côté du X30 avec les petites plaques de protection, tout ça, oui, ça l'ajoute au véhicule, mais je pense qu'on l'a dans la tête que cross-country, c'est vendeur chez nous. Et puis, j'ai trouvé ce véhicule-là non seulement performant, mais également un peu plus confortable, même si ça fait un peu 4x4 là, à conduire sur la route. Je pense qu'il va être un petit peu plus apte à nos conditions là, routières au Québec. C'est quand même un gabarit compact, un empantement court, avec des grosses roues. C'est des éléments qui font en sorte que tu te fais brasser un peu plus. Tu mentionnes les roues. J'ai essayé, il y a un trait pneumatique qui est pour la route. Il y a un trait pneumatique qui est hors route. On n'avait pas les pneus hors route, donc j'ai pas été capable de calculer l'autonomie, parce que l'autonomie, elle est un petit peu inférieure. On passe sous la barre des 400 km. Donc ça, c'est quelque chose à noter si vous regardez ce véhicule-là, puis avec quel train de pneumatique que vous allez l'acheter. Moi, j'ai consommé environ 18 kWh au 100 km. Bon, écoute, c'est pas atroce, mais c'est pas non plus révolutionnaire comme consommation pour un véhicule de ce format-là, parce qu'à l'intérieur, c'est pas grand. C'est bien organisé, beaucoup d'espace de rangement, etc. L'espace dans la soute arrière, c'est quand même très acceptable pour un véhicule qui se dit aventurier, parce que il faut être capable d'avoir de l'espace de chargement pour être capable de partir à l'aventure. Une dernière note pour ce EX30 Cross Country vient avec le système d'infodivertissement de Volvo. Bon.
Volvo travaille avec Google pour améliorer les systèmes d'infodivertissement. J'ai l'impression que c'est un travail perpétuel. On s'en vient avec quelque chose. On améliore constamment, mais on est encore en train d'aller chercher des commandes comme la ventilation, qui est un petit peu des distractions là, sur la route. Puis là, on parlait justement pour les vacances de la construction des distractions sur la route. On n'en a pas de besoin. Par contre, j'ai confiance qu'avec les mises à jour là, over the air, là, sans fil chez Volvo, on va arriver à avoir quelque chose. Mais c'est tout un véhicule qui est performant, qui est agréable à conduire. Puis je pense qu'il va être populaire au Québec pour ceux qui cherchent un Volvo électrique. Ouais, il y a un beau look, une belle gueule. Ouais, je l'aime beaucoup. Merci tout le monde d'avoir été avec nous au Guide de l'Auto pour cette édition du 25 juillet 2025. On va revenir évidemment la semaine prochaine avec d'autres actualités, d'autres entrevues et d'autres essais. Ouais, bonne route, soyez prudents. Merci. Tous les épisodes du Guide de l'Auto sont disponibles en podcast sur l'application et le site cube.ca.